Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. La signification de l'accord de Charlottetown et de sa défaite. Le 26 octobre est le jour de l'anniversaire du référendum de l'accord de Charlottetown et de la défaite des forces de l'Établissement par le peuple canadien. L'accord de Charlottetown, dont l'appellation officielle était le rapport du consensus sur la Constitution, était une entente conclue entre le premier ministre de l'époque, Brian Mulroney, 10 premiers ministres provinciaux, 2 représentants des territoires et 4 chefs autochtones. L'accord de Charlottetown a été la deuxième tentative de réforme constitutionnelle du gouvernement conservateur. La première était l'accord du lac Meech en 1987, qui n'avait pas réussi à gagner l'approbation nécessaire des assemblées législatives provinciales et territoriales et avait avorté le 23 juin 1990. Durant cette période, la revendication d'une assemblée constituante ou d'une convention constitutionnelle élue au suffrage universel est apparue comme un rejet du contrôle élitiste et une proposition de voie vers l'avant pour les peuples du Canada pour qu'ils décident de leurs propres lois fondatrices. Bien que durant la période menant à l'accord de Charlottetown, il y ait eu une série de consultations cherchant prétendument à solliciter les contributions des Canadiens à cette nouvelle tentative, sa rédaction a été faite dans l'esprit élitiste du lac Meech. Dès que 11 premiers ministres eurent conclu une entente de principe sur une ébauche finale, ils ont décidé d'organiser 2 ultimes réunions à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, où ils tiendraient une cérémonie de signature symbolique. Ainsi cherchaient-ils à exprimer la confiance de l'élite dirigeante dans leur réalisation, car c'est à Charlottetown que, du 1er au 9 septembre 1864, les dirigeants de cette époque avaient élaboré plusieurs des résolutions pour appliquer les décisions prises par le Parlement impérialiste de Londres, en Angleterre, qui ont ensuite conduit à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Plus important encore, le fait d'évoquer la réunion des pères fondateurs du Canada était une forte expression de la conviction des premiers ministres que les normes politiques du XVIIIe et XIXe siècle seraient acceptées par le peuple canadien et que celui-ci abandonnerait la nécessité moderne d'une convention constitutionnelle et de la participation des citoyens à la rédaction de leur propre constitution. Le fait d'avoir choisi Charlottetown comme lieu emblématique de la naissance de la Constitution est en soi contestable, puisqu'en réalité, c'est à la conférence d'octobre 1864 à Québec que les 72 résolutions constitutionnelles des pères fondateurs ont vu le jour, tandis que 69 autres résolutions ont été rajoutées à Londres, en Angleterre, en décembre 1866, et c'est cet ensemble de résolutions qui ont constitué l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. On ne peut présumer qu'il n'a pas été jugé approprié de nommer l'accord en l'honneur de Québec ou de Londres. Le but de Charlottetown était d'enchâsser le statu quo dans la Constitution et de céder au premier ministre du Canada, le premier ministre et les premiers ministres provinciaux, le droit de prendre les décisions au nom du peuple canadien. Ainsi, aurait-il eu carte blanche pour faire ce qu'il voulait, tandis que le peuple canadien était mis à l'écart, réduit au seul et unique rôle de masse votante pouvant voter de temps à autre. Tout comme aujourd'hui, à cette époque, un large mécontentement face au processus politique et aux politiciens s'est fait entendre partout au pays, sur la base que le peuple n'exerçait aucun contrôle sur les affaires du corps politique. La question de la souveraineté et de son fondement, la monarchie ou le peuple, a pris l'avant-scène d'assaut. L'accord de Charlottetown a conservé la clause investissant la reine de la souveraineté, soutenant que, pour se justifier,
Le monarque n'était simplement qu'un chef d'État titulaire et que le véritable pouvoir était entre les mains d'un gouvernement de parti élu par le peuple. Non seulement une telle désinformation contribue-t-elle à confondre les rôles du gouvernement et de l'État dans le but de cacher qui contrôle l'État, mais aussi qui la démocratie et les institutions démocratiques représentent. Quoi qu'il en soit, ces efforts pour détourner le peuple de la nécessité d'investir la souveraineté dans le peuple n'ont pas réussi. Au contraire, non seulement a-t-il refusé de volontairement céder son droit inhérent de participer aux prises de décision qui affectent sa vie et de contrôler le pouvoir décisionnel, il a aussi exprimé sa profonde préoccupation face aux questions constitutionnelles du Canada et la nécessité de moderniser les arrangements constitutionnels conclus il y a plus de 100 ans. 128 ans pour être plus précis. Décider de la loi fondamentale du pays est un droit qui appartient au peuple, qui forme le corps politique sur les bases d'arrangements qui lui sont favorables, et non à des hommes de propriété de race blanche et de nationalité britannique qui ont signé la Constitution en 1867 en tant qu'acte du Parlement britannique sous l'égide du 4e comte de Carnarvon au château Highclere dans le Hampshire, en Angleterre. La préoccupation du peuple face à l'état de la Constitution et des affaires politiques s'est reflétée dans sa participation massive au référendum de Charlottetown. À l'échelle nationale, 73% des votants admissibles se sont prononcés. Lors des élections de 1993, qui ont réduit à 2 les sièges des conservateurs de Mulroney à la Chambre des communes, le taux de participation était de 69,6%. Depuis lors, le taux de participation électorale n'a cessé de diminuer, avec quelques fluctuations mineures, allant du faible niveau de 58,8% aux élections de 2008 au niveau dit élevé de 68,1% lors des élections d'octobre 2015, alors que le taux de participation aux élections fédérales de 2019 n'était que de 67%. Le nombre de personnes qui ont voté non était de 7 550 723, soit 54,2%, et le nombre de personnes qui ont voté oui était de 6 185 902, soit 44,8%. Seules Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et les territoires du Nord-Ouest ont voté oui. Toutes les autres provinces et le Yukon ont voté non. En Ontario, les résultats étaient presque égaux. 49,8 ayant voté oui et 49,6 ayant voté non. Les consultations cruelles et cyniques menant à l'accord de Charlottetown. Après la défaite de l'accord du lac Meech, une myriade de consultations publiques et de délibérations de comités parlementaires spéciaux ont eu lieu sous prétexte d'engager le peuple dans le processus constitutionnel et de préparer le terrain pour la prochaine ronde constitutionnelle qui ont mené à l'accord de Charlottetown. Ainsi, on prétendait que, contrairement à l'accord du lac Meech, les Canadiens, ayant été largement consultés, appuieraient l'accord lors du référendum. En décembre 1990, un comité mixte spécial sur la Constitution du Canada a été mis sur pied pour étudier les formules d'amendement de la Constitution et, mener de vastes consultations auprès des Canadiens, du rôle de la population canadienne dans le processus. Fin de la parenthèse. Une aversion marquée à la reconnaissance de l'existence des citoyens comme entité compétente du corps politique était frappante. Dans son rapport publié en juin 1991, le comité affirmait que la solution de rechange au fédéralisme exécutif, qu'on a le plus souvent évoqué et de loin, est une forme d'assemblée constituante ou de convention constitutionnelle. Nos audiences, disait-il, nous portent même à croire que l'idée d'une assemblée constituante s'est enracinée dans la pensée politique canadienne depuis l'échec, l'an dernier, de l'accord du lac Meech.
Il y a un an à peine, il n'en était presque jamais question dans les débats publics, et même les adversaires les plus féroces du processus de négociation du lac Meech à l'époque n'en évoquaient pas la possibilité. Mais aujourd'hui, l'idée d'un forum de ce genre est partout dans les médias, comme elle s'est retrouvée aussi dans les témoignages que nous avons entendus ou reçus. En outre, le comité disait que l'insatisfaction de la population face à la procédure actuelle de modification de la Constitution est telle que toute nouvelle proposition, si valable soit-elle, serait rejetée d'emblée si la population avait l'impression qu'elle est l'aboutissement des négociations de 11 premiers ministres concluant des ententes à huis clos. Il affirmait que la participation du public était cruciale pour le succès de toute réforme constitutionnelle. Malgré tout, le comité a rejeté la demande des Canadiens d'une assemblée constituante, ridiculisant l'idée qu'une participation de la population serait assurée par l'élection directe des membres impartiaux aux assemblées en fonction de leur vue constitutionnelle et de leurs valeurs. Il a rejeté l'idée qu'une telle instance pouvait mieux refléter la volonté des Canadiens que des hommes ou femmes politiques élus en fonction du programme général de leur parti. Deux autres instances consultatives furent mises sur pied pendant cette période. La commission Spicer, anciennement connue comme le Forum des citoyens sur l'avenir du Canada, a débuté ses travaux en janvier 1991. La commission était composée de 12 personnalités canadiennes et dirigée par l'ancien commissaire aux langues officielles, Kay Spicer. Le Forum a reçu des mémoires de différentes organisations et tenu des audiences publiques partout au pays. Près de 400 000 personnes y ont participé. Le Forum a publié son rapport final le 27 juin 1991. Non seulement a-t-il confirmé le vaste mécontentement politique, mais aussi le vif intérêt des Canadiens à participer dans la rédaction de leur propre constitution. On disait des centaines de réunions organisées partout au pays, qu'elles étaient des assemblées constituantes virtuelles. Ensuite, un comité mixte spécial sur le renouvellement du Canada a été créé, composé de 15 députés et de 10 sénateurs. Lui aussi devait offrir au peuple l'occasion de participer à l'élaboration du plan d'action du gouvernement du Canada pour le renouvellement du Canada. Il a reçu plus de 3000 mémoires, un record historique à cette époque, organisé 78 réunions publiques et entendu 700 individus. Il a télévisé 5 conférences constitutionnelles nationales. La contribution importante du PCCML au rejet historique de l'accord de Charlottetown. En mars 1992, en réponse au comité mixte spécial sur le renouvellement du Canada, portant le nom de rapport Baudouin-Dobby, une plénière élargie du comité central du Parti communiste du Canada, marxiste-léniniste, a fait connaître son opinion sur les critères d'une constitution démocratique et a appelé les Canadiens à rejeter le rapport Baudouin-Dobby. La déclaration du parti a établi les exigences fondamentales d'un renouveau démocratique et rejeté la duplicité des notions d'inclusion et de droit contenues dans le rapport Baudouin-Dobby. Le comité a recommandé une nouvelle disposition constitutionnelle qui permettrait au gouvernement fédéral et provinciaux de se déléguer des pouvoirs législatifs dans le cadre d'un processus ouvert et public. Dans sa déclaration, le parti a rejeté les propositions du comité mixte pour une plus grande consolidation du fédéralisme exécutif comme moyen d'amender la Constitution. C'est en effet une proposition dangereuse, a-t-il décrit, la méthode traditionnelle consistant à priver les Canadiens du droit de prendre toutes les décisions fondamentales les concernant par suffrage direct et universel recevra une protection constitutionnelle selon les propositions du comité mixte.
Nous croyons fermement que tous les Canadiens doivent prendre une position résolue et catégorique à la défense de leur droit de formuler leur constitution par suffrage direct et universel. Les Canadiens ont déjà rejeté tout processus ouvert et public qui les prive de ces droits fondamentaux. Dans sa déclaration, le parti a aussi abordé le problème central de la relation entre la Constitution et la forme du gouvernement, ou la nature du système économique ou politique qu'il embrasse. C'était particulièrement important à la lumière de la conjoncture dans la direction de l'économie canadienne. Alors que le gouvernement avait commencé l'intégration du Canada dans l'Amérique du Nord des monopoles avec l'accord du libre-échange de 1988, le comité mixte spécial sur le renouvellement du Canada portait une attention particulière aux arrangements constitutionnels servant le nouvel ordre mondial. Il parlait de la nécessité d'un fédéralisme capable de relever le défi mondial et de résoudre les problèmes d'un monde de plus en plus petit, et d'une consolidation de la fédération pour que celle-ci puisse permettre de gérer notre interdépendance inévitable dans l'intérêt de tous les Canadiens. Ce plus grand bien, l'intérêt de tous les Canadiens, était défini comme étant la création d'une économie basée non pas sur servir les besoins du peuple à tous les niveaux, mais comme une économie qui devait être compétitive dans l'économie mondiale. À notre avis, la Constitution devrait aussi comporter une déclaration par laquelle les Canadiens et leur gouvernement s'engageraient à se vouer à l'atteinte des importants objectifs économiques de notre pays. En effet, le nouveau contrat social sera un élément important du renouveau économique et une économie compétitive est une condition du bien-être de la société. Le parti a fermement rejeté de telles notions. Il a dit « Tout cela ne relève pas du domaine des principes fondamentaux. Le seul principe fondamental à respecter à cet égard est le droit du peuple de décider de ses affaires lui-même comme bon lui semble. Le peuple doit décider selon ses besoins et ses désirs et doit pouvoir le faire à n'importe quelle étape particulière de son développement historique. C'est ce droit qui doit être incorporé dans la Constitution. Il est, on ne peut plus clair que le fait d'enchasser une forme particulière de gouvernement ou de système économique et politique dans une Constitution est une violation fondamentale de la liberté de conscience et de croyance. Dans la déclaration du parti, celui-ci soulignait « L'absence de droits fondamentaux dans la Constitution canadienne actuelle est à l'origine de la crise constitutionnelle. » D'autres problèmes que soulève le comité mixte, comme la nécessité d'un renouvellement économique et de fonctionner dans un monde interdépendant, sont des questions de politique gouvernementale et là-dessus encore, les Canadiens doivent être consultés à chaque fois que le problème touche aux orientations fondamentales du Canada, mais ces problèmes n'ont rien à voir avec la Constitution d'un pays. Tant que le peuple du Canada n'abordera pas ces questions fondamentales, les gouvernements canadiens continueront de semer le chaos dans la vie des gens. Enfin, le parti déclarait que les principes fondamentaux d'une constitution démocratique sont 1. Des droits et des devoirs égaux pour tous les Canadiens. 2. Le droit de la nation du Québec à l'autodétermination. 3. La reconnaissance des droits ancestraux des peuples autochtones. 4. Le droit du peuple du Canada de rédiger sa propre constitution, qui nécessite l'élection d'une assemblée constituante, et de l'adopter par suffrage universel et direct. Ce sont les propositions du comité mixte permanent sur l'avenir du Canada qui ont plutôt été adoptées comme base pour ce qui allait devenir l'accord de Charlottetown. Après 32 années,
la tâche de renouveler la Constitution et la démocratie est toujours à l'ordre du jour. Suite à leur défaite au référendum, les élites dirigeantes ont dit qu'elles allaient faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'elles allaient continuer à gouverner au moyen du pouvoir exécutif, se permettre de faire les changements qu'elles voulaient sans amender la Constitution, puisque rien dans les arrangements en vigueur ne leur interdisait de le faire. Et c'est en fait toujours le cas aujourd'hui. Depuis ce temps, les élites dirigeantes n'ont cessé de dire non à la réouverture de la Constitution parce qu'elles ont très peur que l'effort du peuple pour s'investir du pouvoir ne prenne le dessus. On le voit clairement dans la plateforme électorale libérale de 2015 sur la réforme du Sénat, qui dit que le gouvernement doit se concentrer sur les priorités de la population et non pas se lancer dans de nouvelles rondes de négociations constitutionnelles. L'opposition profonde et universelle des élites dirigeantes à toute reprise des pourparlers constitutionnels lui vient du référendum de 1992. Avec le référendum sur l'accord de Charlottetown, les Canadiens ont commencé à établir un lien entre la Constitution et les droits politiques inhérents à la citoyenneté et à leur absence de contrôle sur les décisions qui affectent leur vie de tous les jours. Le Parti communiste du Canada, marxiste-léniniste, a été très actif durant le référendum sur l'accord de Charlottetown. C'est le parti qui a été le fer de lance du comité, voté non le 26 octobre, dont son dirigeant Ardial Bains a fait remarquer que, dans sa forme la plus simple, la question est devenue de plus en plus centrée sur les problèmes suivants. Si la Constitution doit ou non garantir un certain nombre de droits fondamentaux. Ardial Bains a souligné que lorsque John A. Macdonald a déclaré qu'au Canada, il n'y avait pas de droits, seulement des privilèges, il n'y avait aucune illusion que le gouvernement défendrait les droits et les libertés du peuple. Il a dit que le rapatriement de la Constitution et l'inclusion de la Charte des droits et libertés en 1982 ont servi à créer des illusions au sujet du degré auquel les droits et libertés allaient maintenant être garantis. Or, lorsqu'on y regarde de plus près, a dit Ardial Bains, c'est le même dictat, il n'y a pas de droits que des privilèges. Ardial Bains a conclu que le peuple canadien ne peut plus fonctionner dans le cadre du cadre constitutionnel actuel. Les Canadiens ont commencé à réaliser que la Constitution canadienne ne reconnaissait pas les citoyens qui forment le corps politique canadien, ni les droits et les devoirs qui leur reviennent en vertu de leur appartenance au corps politique. En même temps, cette période a vu l'émergence des Canadiens en tant que peuple et leur opposition à la notion raciste de deux peuples fondateurs. Cela s'est accompagné de leur revendication de la reconnaissance de l'égalité de tous les citoyens, sans distinction de langue, d'origine nationale, etc. Les limitations que lui impose sa Constitution par la négation de sa souveraineté et de son droit de décider de sa Constitution, et par un processus politique et électoral qui ne lui reconnaît aucun rôle dans le gouvernement du pays, l'empêche d'agir pour résoudre les problèmes auxquels il fait face. Ardial Bains a judicieusement analysé que c'est une loi de limitation qui enlève aux Canadiens la possibilité de s'attaquer aux multiples problèmes qui rongent la société. Face à cet effort de l'establishment canadien pour mettre fin à la question constitutionnelle, les membres du comité, votés non le 26 octobre, ont canalisé leur colère dans un programme pratique pour investir le peuple du pouvoir afin qu'il puisse exercer un contrôle sur ses affaires. Le Conseil national pour le renouveau fut fondé le 19 décembre 1992 à Toronto. Pendant une campagne de recueillement de signatures, 25 000 personnes ont donné leur appui officiel à la fondation du Parti canadien du renouveau en avril 1993, une association non partisane qui allait continuer le travail pour le renouveau du processus politique. Une campagne pan-canadienne pour une constitution moderne et le renouveau démocratique fut lancée à l'automne 1994. Les deux positions diamétralement opposées qui sont apparues pendant la campagne référendaire sur l'accord de Charlottetown montrent qu'une campagne pan-canadienne pour une constitution moderne et le renouveau démocratique n'a rien perdu de son importance et de sa pertinence aujourd'hui. Une position dit que la loi constitutionnelle de 1982 est quelque chose qui n'a rien de pertinent pour les Canadiens. Selon elle, la démocratie canadienne, telle que nous la connaissons, est très bonne, à condition qu'on ne la mette pas à mal et les problèmes auxquels les Canadiens et la société font face relèvent des domaines non constitutionnels comme l'économie ou les affaires sociales et culturelles ou peuvent être résolus par des changements aux politiques gouvernementales. Aujourd'hui,
L'absence de consentement du peuple à ce que le gouvernement se donne des pouvoirs d'urgence pour pouvoir agir sans aucune limitation se traduit par une sorte d'hystérie pour préserver ce qui est appelé les institutions démocratiques. Les notions néolibérales de gouvernement fondé sur des règles, de société civile, de légitimité et de valeurs canadiennes sont continuellement colportées pour justifier la domination de plutocrates. L'autre position avancée concernant la Constitution est au cœur du programme du projet d'édification nationale moderne du PCCML. Le PCCML souligne que la société canadienne est arrivée à un point où son développement est entravé par son fondement constitutionnel qui est enraciné dans la conception coloniale, raciste et antipeuple de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, lesquels n'ont pas été écartés avec le soi-disant rapatriement de la Constitution en 1982. Et la loi constitutionnelle a été adoptée avec sa Charte des droits et libertés. Les conceptions des droits sont fondées sur des limites raisonnables, décidées par un pouvoir caché et le processus politique qui continue d'être fondé sur toutes les notions en vogue pendant la période de la guerre froide. L'accord du lac Meech et l'accord de Charlottetown portaient tous deux l'empreinte de l'offensive antisociale néolibérale et des intérêts privés étroits qu'elle favorisait. Ils sont venus dans la foulée de l'intégration à toute vapeur du Canada dans l'économie dominée par les États-Unis et sa machine de guerre, et avaient comme un de leurs objectifs le démantèlement des accords du partage du pouvoir existant pour faciliter l'ouverture du pays aux plus puissantes forces du marché mondial. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à ce jour et le discours du trône du gouvernement Trudeau en est l'exemple le plus récent. Depuis sa défaite du 26 octobre 1992, l'élite dirigeante n'a plus jamais osé soumettre la question de la Constitution au peuple canadien. Dans cette optique, la demande des Canadiens de renouveler les arrangements électoraux et constitutionnels et leur quête pour s'investir du pouvoir de décider sous toutes ses formes continue de représenter le plus grand obstacle à la voie régressive et dangereuse de l'élite dirigeante canadienne. L'incapacité des cercles dirigeants à résoudre la crise de la gouvernance et à moderniser les arrangements politiques au moment du référendum sur l'accord de Charlottetown a aggravé la dégénérescence de la vie politique, sociale et économique du pays à cause de la prise de contrôle néolibérale directe de l'État et de ses institutions et du gouvernement par les intérêts privés étroits des oligopoles, de leurs cartels et de leurs coalitions. La situation à laquelle font face les Canadiens aujourd'hui montre clairement la nécessité urgente de se joindre au travail du renouveau politique et d'une constitution moderne pour résoudre une fois pour toutes cette crise dans l'intérêt du peuple. Loi fédérale sur la responsabilité de 2006. Le gouvernement Harper échoue à rétablir la confiance dans les institutions démocratiques. Mémoire du PMLC, soumis au Comité permanent du Sénat sur les affaires juridiques et constitutionnelles le 7 septembre 2006. Le projet de loi C2, Loi fédérale sur la responsabilité, a pour objectif déclaré d'améliorer la confiance des Canadiens à l'égard de leur gouvernement et des représentants qu'ils ont élus. La confiance des citoyens, nous dit-on, a été ébranlée par les scandales qui ont mené à la commission Gomery et le projet de loi C2 ferait en sorte que cela ne se répète pas.
Le projet de loi s'intéresse notamment à modifier la loi électorale du Canada. Le présent mémoire discute de certaines de ces modifications et donne les raisons pour lesquelles elles n'atteindront pas le but professé. Le matériel de référence publié par le gouvernement Harper sur la loi sur la responsabilité cite la réforme du financement des partis politiques comme un des éléments clés, la plaçant dans le contexte suivant. Et je cite, « La loi électorale du Canada réglemente les contributions aux campagnes électorales et le financement des candidats et des partis politiques au Canada. La loi assure la transparence et réglemente les activités et relations financières des partis politiques et des candidats. Il faut cependant faire davantage pour ramener la confiance du public dans l'intégrité du processus démocratique et veiller à ce que l'influence ne puisse s'acheter avec des contributions politiques. Les contributions des sociétés, des syndicats et des organisations sont particulièrement préoccupantes, car à l'heure actuelle, celles-ci peuvent provenir de sources inconnues. » Fin de la citation. Le gouvernement explique qu'en ce qui concerne le financement politique, le but de la loi sur la responsabilité est de renforcer les lois qui régissent le financement des partis politiques et des candidats pour réduire la possibilité que des gens exercent une influence en versant des contributions importantes. Le gouvernement Harper présente les modifications à la loi électorale du Canada comme un moyen d'accroître la transparence, de réduire la possibilité d'influencer les politiciens en leur versant des contributions et d'aider les Canadiennes et les Canadiens à avoir davantage confiance dans l'intégrité du processus démocratique. En plus, il affirme que les changements placeront les donateurs sur un pied d'égalité et inciteront les partis politiques à faire participer plus directement l'électorat. Il va de soi donc que notre devoir est d'examiner les changements proposés pour voir s'ils permettront d'atteindre l'objectif visé et de tirer les conclusions qui s'imposent. Après avoir examiné ces changements, nous sommes d'avis qu'ils ne permettront pas d'atteindre l'objectif visé. Entre autres, il y a le fait qu'il n'y a pas eu de délibération sur ce qui a mené au scandale des commandites. Il n'est pas suffisant de déterminer quels méfaits ont été commis, ni même d'en décrire certains et d'attribuer la faute dans les cas soumis à l'examen. Blâme et responsabilité ne sont pas synonymes. En ce qui concerne l'enquête sur le programme des commandites, si on a révélé comment des fonds publics se sont retrouvés dans les coffres du Parti libéral, on ne s'est pas attaqué à la raison pour laquelle ces choses se produisent. On ne s'est pas penché sur le fait que certains partis politiques ont un besoin désespéré d'argent en général et sur ce qui a mené un parti établi depuis longtemps au Canada à voler des fonds du Trésor public. Autrement dit, on n'a pas examiné la crise dans laquelle est plongé le système de démocratie représentative dominé par les partis ou d'un processus électoral conçu pour porter au pouvoir des partis politiques. On n'a pas cru bon d'examiner pourquoi les citoyens se sentent impuissants et à l'écart et comment ils sont réduits au statut de masse votante. L'affaire a été confinée à l'existence de personnes sans scrupules au sein du Parti libéral et dans la fonction publique, à des lacunes du processus administratif et à l'absence d'un mécanisme de supervision adéquat. La pratique, la norme ou le code de conduite de la responsabilité ministérielle qui avait cours il n'y a pas très longtemps en tant que mécanisme de responsabilisation a tout simplement été écarté. Les conséquences pour le corps politique ne sont même pas examinées. Les citoyens, les membres des partis politiques pris individuellement et les partis politiques eux-mêmes, les députés, les fonctionnaires, tous sont placés dans la position intenable de ne pas savoir ce qui les attend. De nouvelles lois sont adoptées,
sans délibération digne du nom, et sont passés à toute vapeur pour avancer des intérêts partisans en usant de sophismes, comme par exemple lorsqu'on dit « le but est la responsabilisation », la transparence, changer la façon de faire du gouvernement. C'est ce qu'on veut, c'est ce que vont accomplir ces changements. Ce sont de bons changements parce que le but est bon et que les Canadiens le veulent. Alors quiconque s'oppose à ces changements s'oppose à ce que les Canadiens veulent, ainsi de suite. À notre avis, les mesures prévues par le projet de loi et la façon dont elles sont discutées montrent que l'objectif n'est pas sérieux. Il n'a qu'une valeur de propagande. Qui décide de l'objectif et que doit être cet objectif n'est pas discuté ni approuvé, mais pris comme une vertu. On prétend ensuite que la solution à un problème sérieux est d'accroître la réglementation régissant les partis politiques et la surveillance et l'imputabilité des élus et des fonctionnaires. Le contexte. Durant l'enquête de la commission Gomery, il est ressorti que le programme des commandites avait été conçu lors d'une retraite fermée du cabinet du Parti libéral le 1 et le 2 février 1996. L'objectif principal des délibérations à cette rencontre était un rapport contenant des recommandations sur l'unité nationale préparé par le ministre des Affaires intergouvernementales, Marcel Masse. Le rapport recommandait, entre autres, le renforcement de l'organisation du Parti libéral du Canada au Québec, c'est-à-dire l'embauche d'organisateurs, la recherche de candidats, l'identification des circonscriptions pouvant être gagnées aux prochaines élections fédérales et l'utilisation des techniques politiques les plus modernes pour atteindre l'électorat ciblé. D'autres recommandations sur l'accroissement de la présence fédérale au Québec, qui est devenu synonyme d'ingérence et d'interférence dans les affaires politiques du peuple québécois, souvent de façon illégale, comme l'organisation de la manifestation pour l'unité nationale à Montréal durant le référendum de 1995. C'est le fait que, pour le cabinet fédéral, la solution à la crise constitutionnelle du Canada était de faire élire des libéraux au Québec. Et il a décidé de le faire à tout prix, de pair avec le refus du gouvernement du Canada de reconnaître le droit du peuple québécois
à l'autodétermination, y compris à la sécession s'il le désire, qui a mené à ce qu'on a appelé le scandale des commandites. Et s'en est suivi un régime bien rodé de pots de vin, par lequel des fonds ont été acheminés dans les coffres du Parti libéral et des campagnes électorales ont été financées en infraction à la loi. À ce jour, les faits reliés à cette affaire n'ont pas été entièrement enquêtés et personne n'a été tenu responsable d'infraction à la loi des élections du Canada. Comment croire, dans ces conditions, que les politiciens seront tenus responsables à l'avenir? Le Parti libéral s'est absous en expulsant quelques membres et en remboursant l'État pour l'argent qu'il a reçu par des contrats gouvernementaux qu'on sait être issus de pots de vin. Le fait que, pour rembourser les contribuables, le Parti libéral ait utilisé des fonds publics obtenus en conséquence de campagnes électorales menées en contravention à la loi n'est pas considéré comme une préoccupation valable. L'idée que ce serait l'absence de loi le problème. Pour ce qui est du financement politique, la solution proposée avec la loi fédérale sur la responsabilité, pour qui il s'agit uniquement d'un problème de loi et ordre, est d'instituer d'autres lois, de multiplier les restrictions sur les dons aux partis politiques et de prolonger la période durant laquelle des poursuites peuvent être entamées. La clé, selon le premier ministre, est de renforcer la loi. Il préconise la même approche pour ce qui est des infractions dans la fonction publique. Le Parti marxiste-léniniste du Canada trouve absurde l'idée que le problème soit l'absence de loi. Par exemple, dans une des notes explicatives de la loi sur la responsabilité, il est question d'interdire les contributions secrètes aux candidats. Par définition, une contribution secrète est une contribution qui est inconnue. Alors l'idée de les interdire est ridicule. Les actes qui sont à l'origine du scandale des commandites n'ont pas été posés grâce à l'absence de loi. Ils ont été commis en contravention à la loi, et ce, impunément et pendant de longues années. Les faits démontrent que, par le programme des commandites, les représentants du Parti libéral ont enfreint des lois déjà en place dans leur tentative de manipuler les résultats d'élections au Québec en essayant de contourner la loi électorale. Une des modifications proposées à la loi électorale du Canada est que les contributions en argent comptant dépassant 20 $ deviennent illégales et qu'un reçu soit émis pour toutes les contributions en argent comptant ou autres de 20 $ et plus. L'image qui est restée dans la tête de tout le monde avec le scandale des commandites est celle de sacs d'argent échangés dans des restaurants. Les députés et sénateurs ne vont certainement pas croire qu'une telle interdiction puisse empêcher l'utilisation illicite de l'argent pour influencer les affaires politiques à l'avenir. En fait, il s'agit d'une approche unilatérale qui accroît la discrimination envers les simples citoyens et leur participation à l'établissement de partis politiques. Tant que les élections demeurent essentiellement une affaire d'argent, plutôt qu'un moyen d'habiliter les citoyens à exercer un contrôle sur leurs choix, sur les élus et sur les gouvernements, ces modifications ne font que faciliter
la concentration du pouvoir entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint d'individus, ce qui, en soi, facilite la corruption, le favoritisme et le copinage. L'impact du projet de loi C2 sur les formations politiques. Violation du droit à la liberté d'association. Lorsque les libéraux ont déposé le projet de loi C24, loi modifiant la loi électorale du Canada et la loi de l'impôt sur le revenu financement politique, le PMLC avait soutenu que l'imposition de limites sur les contributions faites à des partis politiques enregistrés constitue une atteinte au droit à la liberté d'association. La liberté d'association est généralement comprise comme étant l'interdiction de pénaliser les citoyens dans leur effort pour établir une association de leur choix, dans la mesure où la dite association n'a pas pour but de commettre des infractions à la loi. La réalité du projet de loi C2 est qu'un des éléments de la liberté d'association soit la capacité de recueillir des fonds pour bâtir une association, devient en soi un acte criminel. L'individu qui contribue plus de 1 000 $ à la caisse d'un parti politique enregistré commettra une infraction à la loi. Celui qui a fait ou qui accepte une contribution de 21 $ en argent comptant commettra une infraction à la loi. Le régime de cotisation politique mensuelle, une vieille tradition pour les partis ouvriers, sera illégal si la cotisation dépasse 83,33 $ par mois. La réforme interdira à des personnes de recueillir de l'argent entre elles pour un objectif politique commun, selon leurs conditions, si elles participent aux élections en tant que parti enregistré. Par exemple, si un parti politique veut réaliser un projet qui requiert de grandes sommes d'argent, comme établir une institution éducative par exemple, il ne pourra pas faire appel directement à la population pour des contributions importantes. À l'heure où le rôle des partis politiques au Canada est discrédité plus que jamais, entre autres parce qu'ils sont perçus comme de vulgaires machines électorales, le projet de loi C2 aura pour effet d'enraciner la conception du parti politique en tant qu'organisation qui ne fonctionne que comme une machine servant à briguer des voix et qui, de surcroît, est financée par le Trésor public pour chaque vote qu'il reçoit. Les médias font présentement état de plaintes à propos du processus de mise en candidature du Parti conservateur et l'on voit quels problèmes surgissent quand ceux qui contrôlent un parti bafouent les désirs et les attentes des membres. En plus, les limites sur les contributions qu'impose le projet de loi C2, comme le faisait le projet de loi C24, rendent maintenant illégaux les moyens par lesquels les partis politiques représentés à la Chambre des communes se sont établis. Un nouveau parti politique ne pourra pas recueillir des contributions politiques importantes comme celles sollicitées par le Parti conservateur réformiste auprès de l'industrie du pétrole en Alberta ou celles sollicitées par le NPD auprès des syndicats. Il est intéressant de noter à cet égard qu'avant l'entrée en vigueur des limites sur les contributions des syndicats et des sociétés, les libéraux discouraient sur l'apparence d'influence indue, créée lorsque des contributions politiques importantes sont faites, et sur le besoin de transparence, alors que le Parti libéral a accepté un don de plus de 3 millions de $ d'une société à dénomination numérique. Le NPD, lui, a plus que doublé les contributions qu'il recevait des 10 principaux contributeurs syndicaux
par rapport à l'année précédente. Cela montre bien la nature intéressée de ce type de réforme électorale, puisqu'elles vont, à toute fin pratique, bloquer la formation d'une opposition politique aux partis établis à la Chambre des communes et accroître les querelles à l'intérieur et entre ces partis. Les partis à la Chambre des communes se sont assurés un financement perpétuel de l'État de plusieurs millions de dollars avec la formule de subvention par vote obtenue. Ce financement de l'État est à son tour utilisé comme garantie contre des prêts bancaires et, étrangement, cette dernière pratique n'est pas considérée comme une forme détournée de financement par des sociétés privées. La différence entre réglementer les élections et réglementer les partis politiques. Durant les audiences du Sénat sur le projet de loi C2, il est ressorti que les conservateurs n'ont pas rapporté les frais d'admission au congrès de mars 2005 du Parti conservateur en tant que contribution politique. Cet incident signale un développement politique très significatif au Canada, un développement qui est manifeste dans le projet de loi C2 et dans le projet de loi C24 avant lui. Plus il y a de nouveaux règlements régissant la conduite des partis politiques enregistrés, plus s'efface la distinction entre le rôle de l'État dans la conduite des élections et le rôle de l'État dans le contrôle des partis politiques. Le premier est justifiable, nécessaire, et en mal de renouveau démocratique. Le second est inacceptable et antidémocratique et rend ridicule toute notion de liberté politique. C'est sur un terrain dangereux qu'on s'avance parce que l'établissement d'un pouvoir aussi étendu de l'État sur le corps politique représente un État policier en devenir. L'incident à propos des frais d'admission au congrès du Parti conservateur a certainement fait ressortir l'ampleur de la subordination des affaires internes des partis politiques à la réglementation de l'État et qu'une affaire politique tout à fait routinière devient tout à coup un acte suspect, un délit potentiel ou réel. L'État peut, en toute légitimité, réglementer les élections. Il a le devoir et la responsabilité de garantir que tous les citoyens, quelle que soit leur richesse, puissent exercer leur droit d'élire et d'être élus. Il a le devoir de garantir que les élections aient lieu dans des conditions où les citoyens puissent délibérer sans restriction de l'avenir de leur société, de sélectionner et d'élire des candidats issus de leur milieu, d'établir l'ordre du jour et d'élire leur gouvernement. Il faut munir le Canada de telles lois électorales et mettre fin à l'exclusivité présentement accordée aux partis politiques dans les élections et les affaires du gouvernement. Une distinction entre le financement des partis politiques et des candidats
et le financement des élections. Si la distinction entre la réglementation des partis politiques et la réglementation des élections est de plus en plus effacée, celle entre le financement du processus électoral et le financement des partis politiques l'est aussi. Au Canada, la législation actuelle est censée garantir la tenue d'élections libres et équitables par un régime de limite sur les dépenses électorales et plus récemment sur les contributions politiques. Ce régime est hors de contrôle et contraire à la liberté politique parce que 1. Les campagnes électorales n'ont plus ni début ni fin. 2. L'argent requis pour concurrencer dans une élection, même avec des limites de dépenses, est hors de la portée de quiconque n'est pas nanti ou lié à ceux qui travaillent dans les coulisses du pouvoir pour le compte des partis de l'establishment. 3. La concurrence inhérente pousse les partis de l'establishment à constamment tenter de se surpasser, notamment en trouvant des échappatoires dans la loi ou des moyens de la contourner. Et 4. La demande de contrôle de l'argent dépensé par les partis politiques durant les élections est devenue un cri de bataille pour le contrôle des partis politiques eux-mêmes et des personnes qui leur versent des contributions. Tout en ne respectant pas la promesse de garantir des chances égales, le système de démocratie représentative, dominé par les partis, crée une énigme qui met en péril la notion même de liberté d'association politique et les droits et libertés politiques connexes. C'est ce qu'on voit, entre autres, avec les restrictions sur les dépenses de tiers partis, qui ont pour tout effet pratique de décourager la participation organisée aux élections. Les fonds publics doivent servir à financer la sélection et l'élection des candidats par les électeurs. Une des anomalies de l'évolution de la législation électorale au Canada est que plus on prétend reconnaître le droit de tous les membres du corps politique d'élire et d'être élus, plus est renforcé le rôle des partis politiques en tant qu'organisation politique primaire, plutôt que d'habiliter les citoyens à exercer leurs droits politiques. La loi électorale est ainsi devenue une loi habilitant des partis politiques privilégiés plutôt que d'habiliter tous les membres du corps politique à participer à la gouvernance. Le gouvernement par décret exécutif est une extension de ce phénomène. Ni la Chambre des communes, ni le Sénat ne pu délibérer des projets de loi de façon responsable et avec le temps voulu. Pour leur part, les députés n'ont pas le pouvoir d'établir l'ordre du jour du gouvernement et les membres des partis ont de moins en moins de contrôle sur leur parti. Le PMLC est d'avis que l'État ne doit financer personne. Il doit financer le processus de sélection des candidats. Tous ceux et celles qui désirent être candidats ou candidates à une élection passent d'abord par la sélection et l'État finance tout le processus. Cela veut dire que ce serait la responsabilité de comités de circonscription non partisans, établis sous le contrôle d'une commission électorale, de s'assurer du bon fonctionnement du processus de sélection. Ces comités assumeraient la responsabilité de fournir l'information nécessaire concernant tous les candidats à l'ensemble de l'électorat. Ils auraient la responsabilité d'organiser des débats et des assemblées auxquelles sont invités à participer tous les candidats qui se présentent à la sélection. Si les travailleurs dans une usine ou d'autres endroits de travail désirent sélectionner un des leurs pour les représenter à l'élection,
les moyens de le faire doivent être mis à leur disposition. Ceux qui sont choisis par les partis politiques doivent aussi passer par cette étape du processus électoral. Les électeurs d'une circonscription sélectionneraient pas plus de 3 personnes comme candidats à l'élection. Les membres d'un parti politique seraient égaux à tous les autres qui se présentent. La prochaine étape du processus électoral se ferait dans le même ordre des choses. Des fonds publics serviraient à fournir aux électeurs toute l'information nécessaire pour faire un choix informé. Qu'un candidat ait de l'argent ou non, qu'il soit d'accord ou non avec les vues d'un parti politique particulier, il a les mêmes possibilités de se présenter aux élections. Ce n'est que si le processus de sélection est financé par des fonds publics et qu'aucun fonds public n'est mis à la disposition de groupes d'intérêt particuliers, y compris les partis politiques, que ça peut se faire. Il n'y aurait pas de raison d'avoir des lois qui s'immiscent dans le fonctionnement des partis politiques si les fonds publics servaient à financer le processus électoral. Par exemple, une des justifications données pour réglementer et contrôler les courses à la chefferie des partis politiques est que le chef du parti pourrait devenir le premier ministre à cause de la place actuelle des partis politiques dans le système. Si on habilite les citoyens à exercer leur droit de sélectionner et d'élire, le gouvernement serait formé par des députés à qui on a confié la tâche de gouverner le pays suivant la volonté de la majorité. Et le premier ministre et les autres ministres seraient élus par eux. Conclusion. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, un régime de financement politique a été institué qui finance les partis en leur donnant des subventions en fonction du nombre de votes et établit des limites sur les contributions politiques. Ce régime en place n'a pas amélioré la perception qu'ont les citoyens de l'intégrité et de l'honnêteté du système parce qu'il n'a substantiellement rien changé au rapport entre les partis politiques, leur rôle dans le corps politique et la marginalisation des électeurs par le système de gouvernement de partis. La clé est-elle le 4 000 $ de différence entre les limites imposées par les libéraux et celles imposées par les conservateurs? Prétendre que changer les limites des contributions de 4 000 $ et éliminer les contributions des sociétés et des syndicats, quand on sait déjà qu'il y a 1001 façons de contourner cette restriction, feront la différence, c'est pousser à l'absurde le concept de réforme. La véritable réforme démocratique commence avec la proposition du PMLC que le gouvernement finance le processus politique, pas les partis politiques. Comme l'a indiqué le PMLC, lorsque le projet de loi C-24 a été adopté, chaque réforme de la loi électorale du Canada ne fait qu'exacerber la crise du système de gouvernement de partis. Il est évident
qu'il en sera encore ainsi avec la loi fédérale sur la responsabilité et les modifications qu'elle apporte à la loi électorale. Ces modifications sont encore du genre à accroître la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Le résultat sera le contraire de ce que les Canadiens veulent. Le PMLC croit que les sénateurs doivent s'assurer que les modifications proposées à la loi fassent l'objet de délibérations adéquates auprès de ceux qui ont des choses à dire et aussi longtemps qu'il le faudra. Sans discuter du but visé et sans tirer les conclusions qui s'imposent, comment juger des changements proposés et comment déterminer s'ils atteindront l'objectif visé? Ce problème ne disparaîtra pas. Il serait préférable de s'y attaquer maintenant, avec tout le temps qu'il faut, que d'espérer en vain qu'il disparaisse en sanctionnant un projet de loi mal conçu.
Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.